beaucoup, mesdames, l'honneur est à vous. Merci beaucoup, Artem. Alors, peut-être avant de commencer, une petite interaction avec vous, le public. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui s'occupent de sujets RH dans l'audience, peut-être, par levage de main? Bon, ça va, il y en a. Et est-ce qu'il y a des coachs aussi parmi nous? Ok, très bien. Bon, bah, en tout cas, merci d'être présent pour cette conférence. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de vous faire partager, nous, comment on va mesurer l'impact positif du coaching au travers notre méthodologie et aussi un cas client concret que je vous présente juste après. Donc, je passe le micro à ma consoeur. Merci Alix. Donc, pour commencer, pourquoi est-ce qu'on pense qu'il faut mesurer l'impact des formations? Nous, on voit 4 grands bénéfices au fait d'en mesurer l'impact. Le premier, c'est de pouvoir évaluer la rentabilité de ces formations. Les formations, ça coûte cher, c'est pas un secret. Par exemple, en France, en 2021, 26 milliards d'euros ont été investis dans la formation. Et pourtant, toutes les entreprises qui en mettent en place ne sont pas forcément de dispositifs pour vraiment en mesurer l'impact sur les individus et sur l'organisation. Le résultat, c'est qu'on met une somme conséquente dans de la formation sans être sûr que le résultat attendu a été obtenu. Donc c'est important de pouvoir montrer avec des indicateurs chiffrés et objectifs que la formation a été efficace. C'est ce qui va permettre aussi de gagner en légitimité. Plus vous allez être capable de montrer que les formations que vous avez mises en place ont été rentables, plus votre voix sera entendue et vous pourrez aussi négocier des meilleurs budgets formation au fur et à mesure. Le deuxième bénéfice, c'est d'améliorer les programmes que vous mettez en place. Évidemment, quand on met en place une formation, l'objectif, c'est qu'il y ait un avant et un après pour les collaborateurs, qu'ils aient gagné une compétence ou gagné en maîtrise. Mais si vous n'en mesurez pas l'impact, vous n'êtes pas sûr que le résultat a été au rendez-vous. Vous n'êtes pas forcément capable de pouvoir vous dire cette formation a mieux marché que celle-là ou d'en cibler les points forts et les points faibles. C'est donc très important d'en mesurer l'impact pour pouvoir mettre en place des formations de plus en plus efficaces. Le troisième point, c'est d'engager vos collaborateurs dans leur développement professionnel. En tant qu'entreprise et équipe RH, c'est important de mesurer l'impact des formations, mais en tant que collaborateur, c'est aussi très important. Mesurer l'impact que ça a eu sur sa propre performance ou son bien-être dans l'entreprise, c'est ce qui va donner envie aux collaborateurs de réinvestir du temps dans leur formation. Et les collaborateurs sont enclins à apprendre pour pouvoir évoluer, c'est même très important pour eux. D'après une étude de Paul Enroll et Chance de 2022, 48% des collaborateurs estimaient que leur premier point d'insatisfaction au travail, c'était le manque de perspective d'évolution. Donc on voit que c'est vraiment un gros enjeu. Et le dernier point, qui est assez lié, c'est la fidélisation des talents. D'après une étude de LinkedIn, cette fois-ci, 94% des collaborateurs déclaraient qu'ils resteraient plus longtemps dans leur entreprise si celle-ci leur prenait davantage en compte leur montée en compétences et leur évolution. Donc, plus vous allez mettre en place des formations qui sont effectivement efficaces et impactantes pour vos collaborateurs, plus vous allez les faire se sentir grandir dans l'entreprise, se sentir engagés et du coup rester dans la durée. Alors, maintenant que j'espère que je vous ai convaincu qu'il faut mesurer l'impact des formations, la question c'est comment on va mesurer cet impact. Donc nous, on vous propose un plan en 5 étapes. La première, c'est d'identifier les besoins de compétences et les connaissances au sein de votre entreprise. Si vous voulez mesurer l'impact des formations, il vous faut avant tout un point de comparaison. Donc il va falloir faire un inventaire des niveaux de connaissances de vos salariés et des besoins en compétences à la fois des salariés et au niveau de l'organisation. Ça va vous donner un set de données de référence et c'est ces données de référence qui vont vous permettre de valider ou non à la fin des formations si vous avez atteint l'objectif que vous étiez fixé et à quel point vous l'avez atteint, à quel point vos salariés ont monté en compétences. Quelques outils que vous pouvez utiliser pour cette première étape, c'est le fait de créer un référentiel de compétences ou de repartir des derniers entretiens annuels de performance. Ça donne beaucoup d'indications. Ou encore, si vous voulez vraiment mesurer les connaissances sur une compétence en particulier, mettre en place des évaluations type QCM ou cas pratique. Le deuxième point, ça va être d'identifier des KPI de succès pour vos formations. Donc des KPI, Key Performance Indicators, ça va être des indicateurs chiffrés que vous êtes capable de mesurer facilement dans le temps et que vous considérez être une preuve de succès de vos formations. Parfois, par manque de temps ou de moyens ou de méthodologie, ça arrive de mettre en place des formations ou des process dans l'entreprise sans se fixer des KPI au départ. Mais c'est dommage puisque ça veut dire qu'à la fin de la formation, on aura beaucoup moins de billes
pour concrètement savoir est-ce qu'il faut continuer cette formation, est-ce qu'il faut en changer les thématiques, est-ce qu'il faut en changer la population, le budget. Quelques indicateurs incontournables selon nous pour mesurer l'efficacité des formations, ça va être le volume de salariés dans l'entreprise qui a pu bénéficier d'une formation sur les 2 dernières années, le taux de participation, donc par rapport aux salariés qui vous avez proposé cette formation, combien l'ont vraiment commencé et combien sont allés jusqu'au bout. On vous conseille d'ailleurs sur ces 2 points de vous fixer des objectifs en amont de la formation parce que c'est ça qui va vous permettre d'évaluer est-ce que vous répondez à un réel besoin et est-ce que ce que vous avez proposé en termes de formation et de dispositif, c'est suffisamment qualitatif et pertinent pour que les gens aillent jusqu'au bout. Ensuite, incontournable également, les indicateurs de satisfaction de vos collaborateurs pendant et après la formation. Et évidemment, il faut mettre tout ça en rapport avec le coût des formations pour pouvoir en voir le retour sur investissement. La 3e étape, ça va être d'évaluer les connaissances de vos salariés. Donc en formation, normalement, on gagne des acquis théoriques. C'est important de mesurer est-ce que vos collaborateurs ont vraiment monté en connaissances. Ça va vous permettre de voir 2 choses. Est-ce que cette formation a été utile, mais aussi est-ce que vos collaborateurs sont engagés dans cette formation. Et pour ça, vous pouvez mettre en place des évaluations en cours de formation, par exemple à la fin de chaque module, ou bien à la fin. La 5e étape, cette fois-ci, c'est de mesurer les comportements post-formation, puisque l'étape précédente, c'était plutôt de valider des acquis théoriques, mais ce qui compte vraiment pour vous, c'est que ces acquis théoriques soient suffisamment appropriés par les collaborateurs pour que ça se perçoive dans les comportements quotidiens professionnels. Donc là, il va plutôt s'agir d'observer les comportements des collaborateurs post-formation et de leur faire des feedbacks. Donc ça peut être fait par le manager, par exemple, mais aussi par des collègues, des pairs, des managers, qui sont à même de valider que les comportements ont effectivement évolué. Et le dernier point, enfin, c'est d'évaluer si on a obtenu le résultat qu'on attendait de ces formations. Donc pour ça, il faut revenir à l'objectif que vous étiez fixé au départ. Est-ce que vous vouliez améliorer le climat social dans un service, augmenter vos ventes, augmenter l'engagement de vos salariés ou améliorer la communication des managers avec leurs équipes, par exemple. Et vous allez reprendre les KPI de succès que vous étiez fixés. Donc il y a des KPI qui ont plus trait à la qualité de la formation, on en a cité dans l'étape 2. Et puis il peut y avoir des KPI internes, par exemple le taux de turnover, le taux d'absentéisme, le NPS employé. Alors maintenant, j'espère que vous avez compris qu'on est convaincu à Simundia à la fois de la nécessité et des bénéfices de mesurer l'impact des formations et des dispositifs de développement professionnel. Et donc c'est pour ça que dans notre produit, notre plateforme de coaching digital, on a pris un soin tout particulier pour mesurer l'impact des parcours de coaching et le montrer d'une manière limpide aux équipes RH. Donc je vais vous faire le tour des indicateurs qu'on présente, ça peut vous donner des idées aussi. Mais pour ça, il faut d'abord que je vous fasse un petit tour, un petit aperçu de comment ça se passe, un parcours de coaching chez Simundia. Et j'en profiterai pour citer à chaque fois nos sources de données qui vont permettre de calculer l'impact. Donc, chez Simundia, on propose un coaching situationnel. Ce que ça veut dire, c'est que le collaborateur va se focaliser sur une situation, un enjeu, une problématique et travailler vraiment cet enjeu. Ça va permettre en peu de séances d'être très efficace et de passer à l'action tout de suite. Donc la première partie d'un parcours, pour nous, c'est la préparation. C'est le moment où on va aider le coaché à déterminer, faire un petit bilan de où il en est et déterminer la problématique sur laquelle il veut travailler. Donc ça se fait au moyen de questionnaires et au moyen d'un entretien préalable avec nos experts d'orientation. Et donc là, on va avoir notre première source de données, notre source de données avant coaching. On va voir quel est l'objectif du salarié, combien il se note de 0 à 10 sur cet objectif, mais aussi une image plus large, comment il se note sur son bien-être dans l'entreprise, sur son engagement dans l'entreprise et sur sa performance. Ensuite, la deuxième partie, ça va être le cœur, les séances de coaching. Évidemment, elles sont confidentielles, c'est la déontologie du coaching. La seule chose qu'on va regarder à ce stade, c'est des données d'utilisation de la plateforme. Donc, on va savoir qui fait toutes ces séances, avec quel intervalle. Et la dernière partie, c'est le bilan et le plan d'action pour le coaché. Et là, à la fin de ces séances, on va lui proposer de remplir un bilan à chaud où il va revenir sur son objectif de coaching, se noter à nouveau et également sur son bien-être, sa performance et son engagement dans l'entreprise. Ce même questionnaire, on le propose 3 mois après pour vérifier que les effets du coaching perdurent bien dans la durée.
De manière optionnelle, on peut aussi inclure des évaluations de managers si on veut avoir un avis extérieur également. Et donc, grâce à tout ça, je vais pouvoir vous présenter les KPI qu'on montre sur le dashboard RH à Simundia. Donc, pour partir du plus large, les premiers KPI qu'on va montrer, c'est les taux de participation. Donc, on va montrer le nombre de personnes qui pouvaient bénéficier du coaching, ceux qui ont vraiment démarré leur parcours et ceux qui sont allés jusqu'au bout. Ensuite, on va donner des données de satisfaction. Donc, le pourcentage de coachés qui est satisfait de son parcours, la note qu'ils donnent à leur expérience, pour être plus précis, et un troisième indicateur qu'on trouve intéressant, le pourcentage de coachés qui aimeraient refaire un coaching l'année suivante ou les années d'après. Ça, pour nous, c'est un indicateur de satisfaction encore plus fort, puisque ça montre ceux qui seraient prêts à reprendre ce temps pour se former à nouveau. Et ensuite, on va rentrer dans des KPI vraiment d'impact. Donc, grâce à ce fameux avant-après qu'on collecte lors du parcours, on va pouvoir montrer le pourcentage de progression sur l'objectif du coaché, mais également son pourcentage de progression sur son bien-être dans l'entreprise, son engagement et sa performance. Donc, on donne beaucoup d'indicateurs chiffrés, on pense que c'est utile, on en a pas mal parlé. Mais le coaching et la formation, c'est aussi une affaire d'humain. Et donc, pour être complet, on pense qu'il faut aussi donner des données qualitatives. Et c'est pour ça que dans le dashboard, on montre aussi les actions concrètes qui sont mises en place par les coachés. C'est quelque chose qu'on leur demande également dans le bilan. Ça va donner un aperçu aussi de la transformation de l'entreprise, parce qu'on se rend compte des nouvelles pratiques qui sont mises en place. Et enfin, on va leur donner l'occasion de s'exprimer sur ce qu'ils ont ressenti lors de leur parcours de coaching. Et on va présenter ces verbatim. Comme ça, on donne un point de vue vraiment global sur l'expérience des coachés, à la fois chiffrée et qualitative. Et maintenant, je vais laisser Alix vous présenter un cas client et rentrer dans le concret. Merci Audrey. Donc effectivement, après très concrètement, comment ça se passe et surtout, en fait, comment on va accompagner nos clients grâce à cette mesure d'impact, à pérenniser en fait l'accompagnement qu'ils vont avoir à mettre en place auprès des populations visées. Donc aujourd'hui, le cas client que j'ai envie de vous présenter, c'est notamment notre client historique avec qui on travaille depuis plus de 3 ans maintenant, donc Soprasteria. C'est un client qu'on a accompagné notamment sur l'accompagnement et le développement de leur population, donc talent, haut potentiel. Donc ça dépend des appellations au sein des entreprises. Et comme la plupart des entreprises, donc le groupe Soprasteria a souhaité mettre en place une stratégie d'accompagnement des hauts potentiels. C'est une population que le groupe va projeter comme future colonne vertébrale de l'entreprise. Donc il y a des forts enjeux de rétention sur cet talent, d'engagement de la part de cette population. Et du coup, le groupe, dans la mise en place de cette stratégie, a visé plusieurs choses. Déjà, premièrement, les identifier cette population talent selon plusieurs critères, créer un modèle de référence de compétences qui allait être attendu de la part de ces différents talents aux différents grades qu'ils allaient atteindre dans l'entreprise, et leur proposer des programmes de développement qui allaient être mis à disposition pour les accompagner dans leur développement. Et donc, on a été sollicité pour ça, et notamment donc, avec des grands objectifs, donc développer les compétences de ces hauts potentiels pour les préparer au niveau supérieur, les engager, bien évidemment, en fait, en leur mettant des outils pertinents pour leur développement. On les engage aussi à se promouvoir au sein de leur entreprise, booster leur performance et attirer de nouveaux talents, puisque c'est des programmes élitistes qui peuvent attirer aussi des gens à les rejoindre. Et donc, on a commencé un premier pilote sur une de leurs entités, donc une entité qui était assez en avance sur cette stratégie de talent, donc Sopra Banking Software. Et donc, on a mis en place ce programme de développement qui comprenait bien sûr plusieurs briques. Une première brique, des briques notamment en lien avec la connaissance de l'entreprise, donc là qui était fait par le groupe, du mentorat, des échanges aussi et des entretiens avec des membres du COMEX, et une brique d'accompagnement de coaching situationnel, donc Simundia, pour justement les accompagner dans le développement des compétences comportementales indispensables du coup, pour incarner les valeurs du groupe et la vision du groupe. Donc nous, très concrètement, comment ça s'est passé ? Nous, on va au préalable cadrer les objectifs et le contexte et les objectifs attraits à ce contexte, donc comme l'a précisé Audrey, et fixer aussi les critères de réussite du programme, les KPI qu'on va suivre
tout au long de l'accompagnement pour faire le succès de ce programme-là. Et donc, suite à ça, on a également un accompagnement autour de la communication et la sensibilisation à cette population, leur expliquer dans quel contexte on met le programme d'accompagnement, qu'est-ce que le coaching, en quoi ça va leur être bénéfique et quelles sont les situations sur lesquelles ils vont pouvoir travailler. Et on va ouvrir largement à la première promotion qu'on a accompagnée chez Sopra Banking Software, l'accès au coaching pour qu'ils puissent déclencher ce coaching situationnel. Et donc, pour ne pas répéter ma consoeur Audrey sur comment on a pu récolter les différents KPI, à la fin, donc tout au long du parcours, on va faire des points réguliers trimestriels pour remonter les KPI quantitatifs et qualitatifs sur le parcours. Et bien sûr, à la fin, un bilan qui va nous permettre justement d'apporter des éléments clés pour pérenniser ou non cet accompagnement. Dans ce cas-là, nous, on a pu mettre en évidence plusieurs choses. Grâce à la remontée des KPI, de 1, finalement, bien valider la pertinence du programme, puisqu'en termes de KPI, on avait 100% des collaborateurs qui se sentaient plus performants et plus engagés après leur coaching. On avait également 100% des talents qui avaient participé à notre programme de coaching qui souhaitaient refaire un coaching s'ils en avaient l'opportunité. Donc ça, c'est un KPI très significatif. On a pu également itérer et faire de l'amélioration continue tout au long du parcours, justement en remontant des données qualitatives sur dans quel contexte les talents allaient déclencher leur coaching, quelles étaient leurs attentes en développement. Donc capitaliser sur les points forts et également mettre des améliorations quand c'était nécessaire. On a pu aussi prouver la progression des collaborateurs. Donc Audrey l'énonçait, on va mesurer, enfin le collaborateur va se mesurer au démarrage sur son objectif de coaching, va s'évaluer sur son objectif de coaching avant et après. Sur cette première promotion, la note moyenne au démarrage a été de 5,6 sur 10 sur l'évaluation de son objectif et elle a fini à 8,2 sur 10, donc une progression de plus 46%, donc ce qui est très significatif. Et enfin, du coup, tous ces KPI, grâce à tous ces KPI et au travail qu'on a fait avec l'équipe projet, en fait, on a pu pérenniser l'accompagnement. Donc on a pu déployer sur 2 voire 3 promotions aujourd'hui, mais surtout convaincre une autre entité et puis le groupe de déployer en fait plus largement cette stratégie et cet accompagnement talent. Et donc aujourd'hui, c'est plus de 300 hauts potentiels talents qu'on accompagne au sein du groupe Sopra Steria avec ce programme large, mais également le coaching situationnel Simundia. Voilà pour nous. Merci de nous avoir écoutés. Et on a justement, vous êtes parfaite en timing. Merci beaucoup d'être exemplaire sur cette partie-là. Ça nous donne effectivement la possibilité de prendre les questions. Je pense qu'on a le temps de prendre 2 ou 3 questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pour démarrer, peut-être oui, il y en a une question. Très bien. Il y en a une autre juste ici pour vous. Alors, il y a une question par ici, c'est ça? Est-ce que... Oui, bonjour et merci. Comme vous parliez de ROI, et là, on a plutôt quand même de retour de satisfaction. Donc, comment on peut, à partir d'un chiffre de satisfaction, parler de ROI? Est-ce que ça ne serait pas plus correct de parler de ROE plutôt que de ROI? En tout cas, comment parler vraiment de retour sur investissement avec que des retours de satisfaction? Voilà, merci beaucoup. Merci, c'est une excellente question. Et c'est une question qu'on se pose également en interne et sur laquelle on travaille. En fait, avec nos clients, c'est un calcul qu'on fait de manière conjointe. Donc nous, ce qu'on va apporter, c'est effectivement, on a les taux de satisfaction, mais on a aussi des taux de progression finalement, de performance, bien-être, engagement. Et on va corréler ça avec des données internes type turnover ou taux d'absentéisme de ces populations, avec le salaire moyen de l'entreprise aussi. Et on peut calculer conjointement un vrai ROI financier. On commence à le faire avec quelques clients, mais c'est un process sur lequel on itère en fait, pour trouver un calcul le plus pertinent possible, puisqu'on est obligé de faire quand même des hypothèses. J'espère que ça répond. D'autres questions? J'en ai eu de mon côté, peut-être tant que vous réfléchissez à la dernière question. On a mangé tellement du distanciel pendant le Covid et même après, il y a beaucoup de salariés, même chez nous, effectivement, qui disent le distanciel, on n'en veut plus. Ou éventuellement, comment trouver l'équilibre? Est-ce que
le coaching en lui-même, il ne perd pas de son sens ou éventuellement de sa vraie valeur ajoutée si on le passe en distanciel quand on ne peut pas être à côté de la personne ou du coach qui est censé effectivement nous accompagner. Alors, c'est une très bonne question. Alors, c'est vraiment, nous, les retours qu'on en a, déjà, c'est la possibilité, en fait, de faire le coaching dans un cadre confortable, puisque là, on a le choix de le faire avec le télétravail, donc de le faire chez soi, et pas forcément d'avoir le coach qui vient aussi en entreprise, enfin, dans ce cadre professionnel. Et c'est surtout la possibilité, en fait, de mettre le meilleur coach en face du collaborateur. Donc, c'est ce qu'apporte le distanciel. Donc au final, en fait, on perd absolument rien. Et surtout, toute la flexibilité logistique autour de tout ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on enchaîne les réunions, on enchaîne beaucoup de choses. Là, le coaching, avec ce format aussi qui est court, permet d'être mis dans un planning qui va être assez chargé, d'être focus. Et au final, on a tous appris à être en remote, en digital. Et on va dire que ça n'impacte en rien la qualité du coaching. Merci beaucoup. Une dernière question de la salle? Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, une des questions que j'avais, c'était juste par rapport à la durée de l'accompagnement. C'est vrai que j'ai vu que c'était uniquement 3 sessions de 1 heure. Est-ce que ça a vraiment, vous trouvez que c'est vraiment suffisant finalement pour accompagner les collaborateurs en fonction de leurs problématiques? Parce que j'ai envie de dire, à la fin, vous montrez que 100% seraient repartants pour faire l'exercice. Est-ce que du coup, c'est parce qu'ils sont un peu restés sur leur faim et pas toutes les problématiques ont été répondues? Ou est-ce que, pourquoi ce parti pris de finalement avoir que 3 sessions? Alors, c'est une très bonne question. Donc, nous, le coaching situationnel, c'est une méthodologie qu'on a, sur laquelle on a itéré pendant plus de 2 ans d'R&D, notamment avec Catherine Snayers, qui est la présidente de la Société française de coaching. Et en fait, il se veut situationnel parce qu'on va vraiment l'ancrer sur une situation de départ qu'on va déterminer. Je ne sais pas si tu reviens sur la petite méthodo, je me dis, qu'on va vraiment déterminer sur la première étape de préparation via un questionnaire et un premier rendez-vous d'orientation de 30 minutes avec un expert coach. Donc on va vraiment venir mettre le doigt sur la situation de départ, y associer un objectif très précis. Et donc on se rend compte qu'en 3 sessions d'1 heure, on arrive à avoir des résultats très impactants et à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé au démarrage. Donc ça a vraiment cette vocation-là. Derrière, après, c'est sûr que si on démultiplie les sujets, on pourrait démultiplier les coachings. Et effectivement, le KPI des personnes qui pourraient refaire un coaching s'ils en avaient l'occasion, ça c'est aussi très gage de qualité puisque ça s'est bien passé, mais ça pourrait être pour une autre thématique. Si jamais l'atteinte des objectifs n'est pas faite, ce qui est très rare, mais ça peut arriver, on a aussi la possibilité, les collaborateurs ont la possibilité de redemander un parcours pour aller compléter avec des heures supplémentaires. Mais notre méthodologie est faite pour qu'en 3 heures, ça soit atteint et impactant. Merci. Nickel, on est parfait dans le timing. On peut remercier nos intervenantes pour leur présentation. Merci beaucoup.